amis, très heureuse de vous retrouver sur ce podcast numéro 2. Alors, on avait vu un petit peu le jour de ma naissance qui avait été, je dirais, très prometteur pour moi, si on peut le dire ainsi. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de toutes ces croyances limitantes, de ces fausses croyances avec lesquelles je me suis construite. Comment cette petite fille a tracé, si je puis dire ainsi, mon chemin avec ce que j'entendais, avec les expériences que j'avais vécues. Donc, vous le savez déjà, de par cette naissance où je n'avais pas trouvé réellement ma place, eh bien, j'avais une croyance que je ne méritais pas grand-chose de la vie. Comme si j'avais loupé le jour de mon arrivée, parce que j'aurais dû être garçon, enfin, c'est ce que je croyais. Et je me disais que, ma foi, c'était peut-être normal aussi qu'il m'arrive toutes sortes de péripéties en tout genre. Donc, on l'avait vu, cette maîtresse qui ne me classait pas à la tête du classement alors que j'étais première, ce sentiment d'injustice que je ressentais. Et puis aussi, chez nous, on avait une particularité, c'est qu'on habitait dans la même maison que ma grand-mère. Donc, ma grand-mère, c'était une petite femme toute voûtée qui avait énormément souffert, comme elle disait, du dos, comme elle disait, parce qu'elle était cultivatrice. Et puis, c'est sûr, l'agriculture n'était pas aussi mécanisée qu'elle l'est aujourd'hui. Et ma grand-mère, je l'ai toujours vue habillée de noir parce qu'elle était veuve. C'est sûr qu'elle avait eu 3 décès à la suite, son mari, son fils et son petit-fils. Et c'est vrai que je dirais un peu que ma grand-mère, elle traînait un petit peu sa misère. Comme elle n'avait pas beaucoup d'argent pour vivre, la retraite était encore comme aujourd'hui, mais elle touchait pas beaucoup d'argent, donc elle faisait des ménages. Elle faisait des ménages pour subvenir à ses besoins. Alors c'est vrai que moi, je suis petite, je ne sais pas, j'ai 5-6 ans, je suis en train d'écrire mon scénario de vie. Le scénario de vie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un livre, si on se base à l'analyse transactionnelle, dans lequel l'enfant, avec ce qu'il voit, avec ce qu'il entend, avec surtout ce qu'il ressent, va venir écrire, eh bien, dans des différents chapitres, le chapitre familial, le chapitre frères et sœurs, le chapitre professionnel, financier, la santé aussi, des choses c'est un petit peu comme il va remplir dans les différents chapitres avec son ressenti, aussi avec sa paire de lunettes, c'est-à-dire avec sa structure de personnalité, tous les expériences qu'il vit. Et moi, je me rappelle, ma grand-mère, elle n'avait pas son permis de conduire et pour aller faire ses courses, eh bien, elle allait acheter son alimentation, tout ceci, aux marchands ambulants qui passaient. Et on avait le boucher, le boulanger, le crémier. Et moi, j'allais toujours avec ma grand-mère parce que quand passait l'épicier, eh bien, elle m'achetait toujours un petit bonbon, vous savez, ces 40 bars là qu'on avait à 10 centimes. Puis je me souviens que quand le boucher venait et qu'il voulait lui proposer une belle pièce de viande, eh bien, ma grand-mère, elle disait toujours: «Oh là là, je vous l'achèterai bien, mais vous savez, je n'ai pas la bourse à Rothschild.» Alors moi, j'ai 5-6 ans. Qui c'est Rothschild? Qui c'est ce gars-là? Je ne le connais pas. Mais dans ma petite tête, je me dis, en fin de compte, celui-là, je pense qu'il a une bourse bien remplie avec des belles pièces dedans, des beaux gros billets. Ma grand-mère, elle n'a pas du tout ça. Et donc, dans ce scénario de vie, dans ce chapitre financier, je suis en train d'écrire qu'il y a deux sortes de gens, ceux qui ont de l'argent plein leur bourse et ceux qui en ont très peu, comme ma grand-mère. Ma grand-mère, je l'aime beaucoup, je passe beaucoup de temps avec elle. Et puis, ce qui se passe, c'est que quand j'ai 4 ans, mon père, il est artisan, il a son entreprise et il va être hospitalisé dans un état grave. Il va passer pas mal de temps à l'hôpital. Pour moi, je n'ai pas la notion du temps encore. Ça paraît interminable et de longs mois en convalescence. Et j'entends souvent ma mère qui dit ceci: tu devrais repartir en tant que salarié. Les clients ne payent pas. C'est pas une bonne affaire d'être à son compte. De toute façon, tu es malade, tu n'as pas droit aux indemnités journalières. J'entends ça à répétition. Il faudrait mieux que tu repartes travailler en salarié. Donc, voyez bien, je suis petite, je suis en train d'écrire ce scénario de vie et je me dis, professionnellement parlant, travailler à son compte, c'est pas une bonne affaire, ça ne reporte pas d'argent. Voilà tout ce que j'écris dans ma petite tête. Et puis, un peu plus tard, quand je suis un petit peu plus grande,
Ma grand-mère, un jour, elle me prend le bras et elle me dit, oh là là, ben dis donc, t'as des grosses veines. Et moi, je suis de nature anxieuse, je me dis, oh là là, qu'est-ce qu'elle va me dire? Qu'est-ce qui va encore bien m'arriver? Elle me dit, bah, tu sais, ma petite cocotte, t'es comme moi, qui voit ses veines, voit ses peines. Alors, c'est sûr que ça, c'est une croyance, hein, c'est quelque chose que l'on répète, que ma grand-mère avait entendu et qu'elle me répète. Et moi, je me dis, oh là là, c'est pas possible, qu'est-ce qui va encore bien m'arriver? Déjà que je vis pas mal de petites péripéties, que je suis souvent, très souvent malade. Je ne savais pas à l'époque que, entre parenthèses, hein, je me rendais malade pour avoir cet amour, cette bienveillance, que ma maman vienne s'occuper de moi. Ça faisait qu'elle était plus souvent à mes côtés. Il m'a fallu beaucoup, beaucoup de temps pour comprendre tout ceci. Donc voilà, je sais que j'ai des grosses veines. Bon, ça a quand même un côté positif parce que quand je vais faire une prise de sang ou quand je suis à l'hôpital, qu'on doit m'installer une perfusion et tout ça, je vous assure, ils ont des grands sourires, les anesthésistes, les infirmiers, quand ils voient mes autoroutes, comme ils parlent le souvent. Et moi, j'avais même dit à la laborantine, je préférais vraiment avoir des sentiers forestiers, hein, des départementales, mais surtout pas des autoroutes, parce que ma grand-mère, elle disait qui voit ses veines voit ses peines. Je vous laisse imaginer un petit peu à quoi ressemble ma vie. Donc c'est vrai que cette croyance-là, eh bien, elle va rester en moi et quand je vais vivre des choses pas très fun, je vais entendre cette voix de ma grand-mère et je vais valider à chaque fois cette croyance qui va devenir de plus en plus importante pour moi. Et je vais me dire, c'est pas possible, la roue ne tournera jamais, tu n'auras jamais de chance. Et puis, il y a aussi une chose, c'est que déjà, quand j'étais petite, je me demandais bien pourquoi toutes ces choses, elles arrivaient à moi, mais pas à ma sœur. Et un jour, j'ai voulu aller demander à ma maman pourquoi le sort s'acharnait sur moi. Et là, ce jour-là, ma mère, elle m'a dit, bah écoute, je pense qu'elle a répété ce qu'on lui avait répété. Elle n'a pas voulu me faire de mal ce jour-là, mais elle m'a dit, tu sais, quand on est né sous une mauvaise étoile, c'est pour toute la vie. Alors c'est vrai que toutes les choses qui vont m'arriver par la suite, je vais me dire, écoute, ben, ma pauvre fille, c'est ta vie. Hein, un peu comme on dirait, c'est ton karma. Tu es né sous cette mauvaise étoile, ben voilà, il n'y a pas... Hein, je ne pense pas que ça va s'arranger. Comme le dirait Jean-Jacques Goldman dans sa chanson C'est ta chance, ce jour-là, les fées soi-disant magiques ont loupé ton berceau. Il me faudra beaucoup, beaucoup de temps pour comprendre que oui, c'est ta chance le jour de ta naissance. Hein. Il y a tant d'envies, tant de rêves qui naissent d'une vraie souffrance. Voilà, ça je vais le comprendre, mais vraiment beaucoup, beaucoup plus tard. Alors ce qui va se passer, c'est que la petite Cendrillon que j'étais, hein, parce que c'est vrai que petit à petit, eh bien, mais vraiment, je me suis dit, la vie, elle est comme ça, et la vie va être souffrance. Il va falloir que tu fasses toutes ces choses, parce qu'en fin de compte, la vie ne va pas être belle pour toi. Et comme les femmes de ma famille, comme ma grand-mère qui faisait des ménages, comme ma mère faisait des ménages, comme ma marraine faisait des ménages, eh bien, plus tard, je vais, moi aussi, être une aide à domicile. Je vais aussi faire des ménages pour pouvoir mettre un peu de beurre dans les épinards quand vraiment ma situation financière sera dure, parce que je l'avais écrit dans mon scénario de vie. Hein. Quand c'est dur à la maison, hein, comme ma mère a dû faire des ménages en plus de son travail, quand mon père était en convalescence, parce qu'on n'avait pas assez d'argent pour vivre, parce qu'il n'avait pas cotisé à une prévoyance, toutes ces choses-là, et tout ça, dans ma tête, moi, eh bien, c'était vraiment inscrit, hein, c'était programmé, je subissais ce programme en quelque sorte. Donc, voilà, quand je suis sortie de l'université et tout ça, j'allais souvent en boîte de nuit, comme les jeunes de mon âge, et bien sûr, j'ai rencontré le prince charmant. Alors, c'est sûr que le prince charmant, eh bien, c'était un bel homme, il séduisait, il avait tout pour plaire, il me faisait rire, et c'est vrai que j'avais besoin de ça à ce moment-là, j'avais besoin de quelqu'un qui me fasse rire. Alors, comme Cendrillon, hein, voilà, je me suis mariée, mais ça n'a pas été comme le conte de Perrault. Ils se marièrent, vécurent heureux et eurent de nombreux enfants. Parce que pour moi, la maternité fut vraiment un parcours du combattant. C'est-à-dire que j'ai fait plusieurs fausses couches. Donc là encore, ça a été vraiment de l'échec, encore une fois de plus,
parce que je n'avais pas réussi à aller au terme de ma grossesse, j'ai eu aussi ressenti beaucoup d'injustice. J'ai ressenti un peu comme une impuissance, comme une incapacité à devenir maman et aussi une culpabilité. Parce que je me disais, qu'est-ce que tu as mal fait hein, pour que tu ne puisses pas avoir ce bébé. Donc, c'était pour moi vraiment des moments difficiles où je me suis comparée aux autres. Je me disais, mais pourquoi pas moi? Les autres sont meilleurs que moi, je n'arrive pas. Hein. Bien sûr, il y avait aussi toutes ces, comment je dirais, il y avait aussi toutes ces croyances, mais aussi ce que je vivais parce que j'avais un mari qui était très très souvent absent. Je vivais seule alors que j'étais mariée et aussi ce mari, eh bien, il avait besoin de séduire, il avait besoin de plaire, c'était comme ça. Et voilà, il a eu beaucoup de maîtresses et là encore, j'ai perdu ma place. Là encore, vraiment, j'étais une femme de l'ombre, hein. Il sortait très peu avec moi, qu'on dira dans les sorties officielles où il était en quelque sorte obligé d'être accompagné de sa femme, mais c'était quelqu'un ben voilà, qui sortait beaucoup en solitaire. Donc ce mariage, bon c'est sûr, il y a eu des moments heureux comme dans tous les mariages, mais ça aussi, ça me faisait du mal parce que j'avais cette place que je n'honorais pas parce que j'étais pas là. Cette solitude, hein, ce sentiment de rejet qui venait se manifester, cette blessure au fond de moi qui me faisait souffrir. Et puis donc ces fausses couches, et surtout qu'après la deuxième fausse couche, j'avais fait pas mal de tests médicaux, on avait fait de la recherche, on avait analysé les embryons, on n'avait trouvé aucune incompatibilité entre mon mari et moi, on n'avait rien trouvé de signe physique qui puisse expliquer ces fausses couches. Et donc, comme je n'avais pas envie de remettre une grossesse tout de suite en place, au lieu de faire une centaine de kilomètres pour aller voir des gynécologues, j'avais décidé de me faire suivre par une gynécologue proche de chez moi médicale. Et quand je suis allée la première fois chez elle, et bien que je lui avais emporté mes clichés d'échographie, elle m'a dit en regardant ces derniers, vous n'aurez jamais d'enfant. Alors c'est vrai que pourquoi j'ai cru cette femme? Peut-être parce que j'étais dans un moment de faiblesse, j'étais peut-être pas bien. Pourquoi j'ai pris ces paroles comme ça? Je les ai pris brutes de pomme et je les ai crues. Alors que les autres médecins m'avaient dit, il n'y a aucun souci. Je ne sais pas pourquoi. Je me demande encore pourquoi. Et c'est vrai que la troisième grossesse que j'ai eue a été une grossesse des plus pathologiques qui soit. J'ai failli perdre mon bébé encore. J'ai été 3 mois hospitalisée où je devais rester alitée. Ça a été très compliqué jusqu'à l'accouchement qui a été aussi très compliqué. Et je pense que si ça a été si difficile, c'est parce que j'entendais constamment cette voix qui me disait « Vous n'aurez jamais d'enfant ». Alors chaque fois qu'il y avait un signe clinique qui disait « Attention, il faut faire attention », je me disais « C'est pas possible, tu n'arriveras jamais au bout ». Je rayais tous les jours sur un calendrier et je me disais « Mon bébé un jour de plus, mon bébé un jour de plus ». Voilà, c'est vraiment, j'ai traversé une grossesse des plus anxiogènes qui soit. J'ai eu beaucoup de mal aussi, ça m'a pris du temps de faire le deuil des 2 précédentes. J'ai aussi, mon fils a été hospitalisé aussi quand il avait 1 mois et demi pendant 15 jours. C'était aussi très dans un état critique. Donc tout ça a fait que voilà, je perdais confiance en moi, je perdais confiance en la vie. J'ai fait un burn-out. Et c'est vrai que avec toutes ces choses-là, toutes ces remises en cause, j'avais parfois l'impression d'être aspirée dans une spirale descendante où je ne savais plus, où je perdais toute confiance en moi, où j'étais dans le brouillard, j'étais dans le doute, j'étais dans l'incertitude. J'avais tous ces troubles psychomotriques, j'avais des peurs. Et c'est vrai que plusieurs fois, comme ma colocataire, j'ai pensé mettre fin à mes jours. C'est vrai que je ne suis pas allée jusqu'à la tentative de suicide, mais pour moi, j'avais ces envies suicidaires et c'était très difficile pour moi. C'est là aussi qu'on m'a détecté une première maladie auto-immune qui influençait aussi sur les humeurs, je ne savais pas. Mais voilà, et j'avais toujours cette voix de ma grand-mère qui venait, qui me disait « Qui voit ses veines, voit ses peines ». Et d'autres par moments, ça alternait avec la croyance de ma mère, quand on est né sous une mauvaise étoile, c'est pour toute la vie. Donc, suite à ça, ça n'a pas été facile. Mon mari a fait aussi une faillite d'une de ses entreprises. Ça venait confirmer la croyance de ma mère qui disait «
travailler à son compte, c'est prendre des risques. Mais c'est vrai, mais quand on crée une entreprise, on ne sait pas si ça va marcher ou pas. Si on n'essaye pas, on ne le saura jamais. Donc, tout ça, ça venait alimenter ces croyances de base. Et tout ça, je ne savais pas que ça allait un petit peu m'empêcher plus tard de créer mon entreprise. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, et bien sûr, ben, tout ça a fait que le mariage, le conte de fées s'est terminé par un divorce. Là aussi, c'était difficile avec de nombreuses années passées au tribunal pour la garde de mon fils. Et puis, j'étais dans un travail qui me plaisait relativement, mais quand l'entreprise était rachetée par un gros groupe, eh bien, les tâches que je faisais, que j'aimais à responsabilité, ont été transférées à la maison mère et je me suis retrouvée avec vraiment des tâches basiques où, pour moi, ben, j'avais plus aucun goût d'aller au travail. J'allais un petit peu au travail en traînant les pieds. Les troubles psychosomatiques que j'avais ont commencé à prendre vraiment de l'importance et c'est mon médecin gastro-entérologue qui m'a mise en garde et j'ai décidé, puisque mon poste allait être supprimé, on m'a fait une proposition pour partir que j'ai acceptée et là vraiment je me suis lancée dans une reconversion professionnelle pour devenir thérapeute et j'avais choisi la relation d'aide parce que c'est vrai que depuis toute petite j'étais un petit peu un SOS. On m'appelait quand ça n'allait pas parce que j'avais cette capacité de rassurer, de porter l'espoir. J'étais un clown, moi, quand j'étais petite parce que j'avais besoin d'attirer l'attention, j'avais besoin de faire rire. Donc, c'est pour ça que je m'en suis lancée dans cette reconversion de thérapeute en relation d'aide. J'ai très vite compris que personne ne sauve personne et qu'on ne pourra pas aider quelqu'un si celui-ci ne s'engage pas, n'est pas prêt à se prendre en charge. Voilà ce que j'ai d'abord compris. Mais tout ça pour vous dire quelque chose, il y a quelque chose qui a changé vraiment. C'est à la fin des 2 dernières années de formation. Le dernier jour, on a travaillé sur les croyances limitantes. Et là, bien sûr, on nous a demandé d'en choisir une parce que j'en ai plusieurs, comme chacun d'entre nous. Et j'ai décidé vraiment de travailler sur cette mauvaise étoile. Pour moi, c'était la plus invalidante. Et le lendemain, je me suis rendue à la bibliothèque et moi, j'ai une fâcheuse manie quand je prends un livre, c'est même pas de lire le résumé derrière, le sommaire. J'ouvre toujours un livre au plein milieu pour en lire un extrait. Et là, il y avait quand même quelque chose qui était pour moi vraiment incroyable. Les pages étaient blanches et il n'y avait qu'une ligne au plein milieu qui disait ceci: il n'y a personne qui soit mal né, il n'y a que des gens qui ne savent pas lire le ciel, signé le Dalai Lama. Je peux vous garantir que cette phrase, je l'ai lue, je l'ai relue, je n'en croyais pas mes yeux parce que pour moi, c'était une telle synchronicité. Parce que c'était tout à fait imprévisible, je ne m'attendais pas à trouver ça. Ça générait une émotion parce que j'avais quand même travaillé cette mauvaise étoile la veille et ça allait générer un apprentissage. Pourquoi? Parce que le soir même, je me suis dit, eh bien, je vais aller observer les étoiles parce que je suis quelqu'un qui ne sait pas lire le ciel. Et j'avais de la chance ce soir-là, il y avait un beau ciel étoilé et j'ai regardé les étoiles pendant pas mal de temps. J'en ai vu des petites, j'en ai vu des grosses, j'en ai vu des qui scintillaient plus que d'autres, mais je n'ai jamais trouvé cette mauvaise étoile. Je n'ai pas vu d'étoile qui ne scintillait pas. Et là, tout d'un coup, j'ai fait une énorme prise de conscience et je me suis dit, mais c'est quand même pas possible. Pendant 47 ans, tu as cru une absurdité de la sorte. Il n'y a pas de mauvaise étoile. Alors bien sûr, j'en veux pas à ma mère. Ma mère, elle a simplement répété ce qu'on lui avait répété. Et là, j'ai fait une énorme prise de conscience, encore peut-être bien plus importante que la première, et qui était ceci. Et si tout d'un coup, je validais cette croyance dans l'unique but d'être aimé, d'avoir de la reconnaissance de la part de ma mère. En validant sa croyance, ça voulait dire que je pensais comme elle, que la vie était comme ça. Et je me disais, en pensant comme elle, elle va t'apprécier. Parce que bien souvent, on adhère à une croyance, on nourrit une croyance pour appartenir à un clan, pour faire comme les autres, comme les gens que l'on apprécie, comme les gens de notre famille. Alors, moi, je te poserai une question ici. Et toi, en ce moment dans ta vie, est-ce que tu n'es pas en train de valider une croyance pour plaire à quelqu'un? Alors, si la croyance est une croyance ressource, comme par exemple, le ciel est toujours bleu, ce ne sont que des nuages qui passent, demain est un nouveau jour, demain ça ira mieux, etc., etc. Ces croyances qui vont te permettre de passer au-delà des obstacles. Alors oui, continue bien de les entretenir. En revanche, si tu alimentes une croyance qui te limite, une fausse croyance, une croyance limitante, regarde bien si tu ne valides pas cette croyance simplement dans le but de plaire à quelqu'un, d'appartenir à un clan. Et ça, moi, c'est ce que j'ai découvert.
J'ai découvert que ces croyances, eh bien, elles nous empêchent d'accéder à notre plein potentiel. Elles nous limitent. Limitante, ça vient du latin limes, ça veut dire une bordure, une barrière, dire que je ne peux pas aller au-delà, tout simplement parce que je me limite. Savoir une chose, c'est que les croyances, donc il y en a 3 types, il y a les croyances ressources, les croyances limitantes et les croyances neutres. C'est par exemple le noir et le blanc se marient bien, le bleu pour les garçons, le rose pour les filles. C'est des croyances qui n'ont aucun impact, celles-ci, on les dit neutres. Mais les croyances, elles vont souvent s'élaborer à partir d'une première expérience, d'un vécu, où c'est qu'on va faire une association. Ça va générer de l'émotion. Et chaque fois que l'on va revivre quelque chose de similaire, ça va venir valider, conforter cette croyance. Une croyance, c'est une pensée, c'est quelque chose que l'on nous répète et que l'on va se répéter. C'est quelque chose que l'on va tenir pour vrai, c'est quelque chose qu'on aura énormément de mal à remettre en cause. Savoir aussi une chose, c'est que 80% de nos croyances ne nous appartiennent pas. Elles viennent de l'environnement, elles peuvent venir de l'inconscient collectif. Donc, faire attention à toutes ces croyances parce que je pense que ce que j'ai vécu dans ma vie, il y avait toutes ces croyances-là. Je croyais que j'étais née sous cette mauvaise étoile. C'était pour toute la vie. Jusqu'au jour où j'en ai pris conscience, jusqu'au jour où je remercie cette citation du Dalai Lama qui m'est tombée dessus par hasard. Alors, comme dira Albert Einstein, le hasard, c'est le chemin qu'emprunte Dieu pour passer incognito. Est-ce que ce jour-là, Dieu a voulu me dire quelque chose? Il a voulu me faire un signe en me disant « Eh oh, tu n'es pas mal né puisqu'il n'y a personne qui soit mal né. Arrête de croire une chose pareille. » Et je pense que c'est à partir de ce moment-là que j'ai osé dire oui à la vie. Mais ça n'a pas été facile. Pourquoi? Parce que notre cerveau aime le connu. Il a peur de l'inconnu. Tous ces automatismes, toutes ces programmations que je m'étais faites, qu'on m'avait faites depuis le jour de ma naissance, que ce soit avec le système scolaire qui m'avait dévalorisée à plusieurs reprises et qui m'avait fait croire que je ne valais rien, que j'étais nulle. Ma mère avec ses croyances sur l'entreprise, ma mère qui me disait tu vas te lancer mais ça ne rapportera jamais ton affaire, ce que tu fais ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Je suis quand même, des fois je suis fière de moi parce que je suis quand même passée au-delà de ces croyances sur l'entrepreneuriat, ces croyances qu'on m'avait quelque part octroyées, que je m'étais octroyées à tort, eh bien, je suis passée au-delà. Et des fois, je me dis, je suis quand même fière de moi. Mais ça a eu des répercussions sur ma visibilité, ça a eu des répercussions sur le domaine financier. Ça fait des années que moi, au niveau des finances, c'était très, très dur. Ben oui, la vie est dure. Je travaille énormément pour très peu. Quand on dit il faut travailler dur si tu veux gagner ta vie, ce sont tout des croyances limitantes. On peut très bien gagner sa vie en faisant un job qui nous plaît, passionnant, où on ne se casse pas le dos comme ma grand-mère. Donc, ces croyances-là, c'est vraiment important, je pense, quand quelque chose ne va pas dans notre vie, quand on n'arrive pas à atteindre nos objectifs, c'est vraiment d'aller faire la liste de ces croyances, voir comment on fonctionne, comment on est programmé pour se dire après, eh ben, je vais essayer d'aller déprogrammer tout ça. C'est sûr que ça ne va pas se faire du jour au lendemain parce que notre cerveau, il est habitué et que notre cerveau va nous maintenir dans notre zone de confort même si elle est inconfortable. Ce sera toujours plus facile pour lui de rester dans une souffrance, dans une douleur, que de nous faire supporter la souffrance du changement qui est passagère. Mais ça vaut vraiment le coup d'essayer parce que c'est incroyable ce on peut passer à côté de plein de choses simplement à cause d'une croyance. Et des croyances, on en a toutes. Il y en a qui vont croire que parce qu'on leur a dit quelque chose un jour, qu'elles sont grosses, qu'elles sont moches. Un autre, peut-être, je ne sais pas, à l'école, un professeur qui rabaisse, qui dit à un élève, t'es nul, t'es archi nul normal, tu feras rien de ta vie. Tu ne feras jamais rien de ta vie. Faites également très attention à ces mots extrêmes. Jamais, rien, toujours, encore, personne qui sont là pour nous limiter. C'est vraiment important. J'avais aujourd'hui besoin de vous parler de tout ça pour essayer de vous faire ouvrir le champ des possibles parce que c'est vraiment ce que j'ai vécu. Cette petite fille, elle s'est construite à partir des croyances de son environnement, de l'inconscient collectif, mais aussi de sa scolarité, de tout ce qu'on a pu lui faire croire.
Et, euh, et voilà, et je pense que si je m'étais pas rendu compte de ceci un jour, hein, si j'avais pas rencontré cette citation du Dalai Lama, mais je serais certainement toujours en train de me dire que la vie, elle est mal faite, que la roue ne tournera jamais, que j'ai pas de chance, que peut-être j'ai bien dû avaler un chat noir, mais qu'il ne m'arrive que de la haine. Voilà, pendant longtemps, j'ai entretenu un tel discours et je ne savais pas que ce que je sème, eh bien, je vais le récolter. Et je ne savais pas que plus je me lamentais sur mon sort, eh bien, plus j'étais dans des situations difficiles. Voilà. Donc, j'avais vraiment envie de vous parler de ça avant de poursuivre sur un prochain épisode. Alors, l'épisode suivant, bah, peut-être qu'on regardera comment cette petite fille, eh bien, petit à petit, elle va un petit peu aller transformer sa perception de la vie pour accéder à des choses bien meilleures. Voilà, alors j'espère que ces minutes que tu auras passées en ma compagnie, eh bien, vont pouvoir te permettre peut-être aussi, peut-être, de mettre la main sur un frein qui t'empêche d'accéder tout simplement au bonheur. Voilà, alors, eh bien, je te dis à la semaine prochaine. Je te souhaite une excellente journée. Merci.